Dans cette section, on va parler de test de conformité de qui 2. Donc, c'est quoi un test de conformité de qui 2? Imaginons que on jette une pièce de monnaie. A priori, donc on a deux résultats pile ou face. La probabilité d'obtenir pile et face, a priori, sont les mêmes. Donc 50% de chance d'obtenir pile, 50% de chance d'obtenir face. Donc on accepte en théorie que la probabilité d'obtenir pile c'est 1 sur 2, probabilité d'obtenir face c'est 1 sur 2. En théorie, on accepte ça. Admettons que je lance la pièce de monnaie, je la lance 1000 fois. 1000 fois, en théorie, on devrait obtenir 500, 500. Mais ça, c'est la théorie. Mais en pratique, on ne va pas obtenir 500, 500. Admettons que lorsque j'ai lancé la pièce pour 1000 fois, j'ai obtenu 480 piles. Et donc, c'est 520 faces. Donc, il y a un écart entre la théorie et la pratique des résultats. Qu'est-ce qu'il permet le test de qui 2 de faire? Le test est de comparer l'écart. Donc, il y a un résultat, un écart entre la théorie qui nous dit que la probabilité, c'est 1 sur 2, donc on doit avoir 500 piles et 500 faces, et la pratique qui nous a obtenu ces résultats. Donc, le qui 2, le test du qui 2 permet de prendre les écarts et de calculer une certaine valeur qu'on appelle le qui 2. Certaines valeurs, si cet écart est très grand, on va dire que en quelque sorte que la pièce n'est pas homogène et que la probabilité c'est 1 sur 2, que c'est pas conforme. En gros, que les résultats pratiques ne sont pas conformes à la théorie. L'écart est trop grand. Si l'écart est trop faible, le qui 2 va nous dire que l'écart est faible, donc cette différence, elle est juste due au hasard. Elle est juste due au hasard. Si on refait, on pourrait trouver encore 520 piles et 480 faces ou 518 ou des choses comme ça. Donc cet écart est dû au pur hasard et non pas parce que le modèle est faux, non pas parce que la pièce est truquée ou est-ce que le côté pile n'a pas la même chance d'apparaître que le côté face. Donc c'est ça que fait le test de conformité. J'ai donné un exemple simple avec pile ou face, mais on peut imaginer une dé, on peut imaginer. Et pour le générateur de nombres aléatoires, on peut ici tester si la fréquence d'apparition de ces nombres correspond à un certain modèle théorique, pour dire que oui, on pense qu'ils sont pratiquement aléatoires. Il y a une différence, mais cette différence, elle est de l'ordre du hasard. Donc la loi de qui 2, la distribution théorique de la loi de qui 2, on peut la représenter par ce graphe. Supposons qu'on a donc une constante xc positive. L'air blanche, une aire. Donc cette aire jaune, ça correspond à la probabilité, à la proba, que ma variable qui suit une loi de qui 2 soit plus petit ou égal à xc. Et la zone grise, ça correspond à la probabilité que x soit supérieur à xc. En général, on choisit un qui 2 de comparaison de sorte à avoir l'air grise égale 5%. On veut qu'avoir 5% de chance, probabilité égale 0,05. On va avoir 5% de chance dans la zone grise. Et on va comparer le qui 2 qu'on a dit, le qui 2, l'écart entre la théorie et l'observation, on va le comparer avec cette valeur de référence. Une valeur de référence, de telle sorte qu'on met 5%, l'erreur, on met 5% de côté droit. Si la valeur du qui 2 observé, qui 2 observé, l'écart observé entre la théorie et la pratique, est plus grand que ce qui 2 théorique, dans ce cas-là, on va dire qu'il est trop grand, l'écart est trop grand, c'est-à-dire on rejette l'hypothèse que les données soient conformes, que le modèle soit conforme à la théorie. S'il est plus petit que le qui 2 théorique,
du qui 2 théorique. Si le qui 2 observé est plus petit que le qui 2 théorique, on ne rejette pas l'hypothèse. On ne rejette pas l'hypothèse que le modèle est conforme. C'est peut-être flou tout ça, mais l'essentiel qu'il faut retenir, c'est qu'on va calculer un certain qui 2 avec une certaine formule, et on va la comparer avec un certain qui 2 théorique. Ce qui 2, il peut être calculé théoriquement. Il suffit de définir le seuil du test de qui 2. Ici, par exemple, c'est 5%. Qu'est-ce qu'on sous-entend par 5% à droite? C'est-à-dire la probabilité que l'écart, si x observé entre dans cette zone, la probabilité que x observé soit supérieur à x théorique, qui de théorique, est de l'ordre de 5%. Il n'y a que 5% de chance que ce soit le hasard qui a causé que ce qui 2 est supérieur à xc. Il n'y a que 5% de chance. Donc 95% de chance, c'est le modèle qui n'est pas conforme. Donc on va dire que le modèle n'est pas conforme. Voilà. En gros, plus le qui 2 observé est trop élevé, plus il est improbable que le modèle théorique correspond au résultat obtenu dans la pratique. Donc le 5% ici, c'est un seuil, ce qu'on appelle un seuil de tolérance. Un seuil de tolérance. Maintenant, dans la pratique, qu'est-ce qu'on fait? Regardons de près. Admettons, on lance un dé qui a 6 faces 180 fois. On devrait trouver, en théorie, on devrait trouver 30, 30, 30, 30, 30, puisque chaque face, il a une chance sur 6 d'apparaître. Mais nous, dans notre expérience, on a trouvé ces résultats. Alors, on doit calculer un écart. Cet écart, ça s'appelle le qui 2 observé. Donc là, la zone d'acceptation du modèle, dans cette zone, on ne rejette pas l'hypothèse que ça soit conforme, que le modèle théorique. En gros, on ne rejette pas l'hypothèse que le D est homogène et que chaque chance, il a la même chance d'apparaître. Si mon qui 2 observé tombe dans cette zone. Si mon qui 2 observé tombe dans cette zone, on rejette l'hypothèse de conformité. On rejette l'hypothèse que la théorie conforme à la pratique, c'est-à-dire parce que dans cette zone, il n'y a que 5% de chances que cet écart puisse être vrai, être dû uniquement au hasard. Il n'y a que 5% de chances. Dans 95% des cas, c'est le modèle qui n'est pas bon. Donc dans ce cas-là, si ça tombe ici, nous, on rejette l'hypothèse de conformité. Dès le départ, on détermine le risque d'erreur ou le seuil de signification, le seuil de tolérance. En général, on prend 5%. On peut décider de prendre 10%, quelque chose, mais en général, on prend 5%. Une fois on a décidé de alpha, de seuil de tolérance, par exemple 5%, on calcule la valeur critique. Ça, c'est le qui de théorique, c'est la valeur critique. C'est ça la valeur de référence avec laquelle on va comparer notre qui de observé. Notre qui de observé. C'est avec le qui, la valeur critique qu'on va comparer. Alors, la formule, donc, on fait un test d'hypothèse suivant. Le test d'hypothèse, on met l'hypothèse nulle H0, c'est que le modèle théorique est bon, c'est-à-dire le modèle théorique est conforme au résultat. Et l'hypothèse H1, c'est que le modèle théorique n'est pas bon. C'est-à-dire on rejette H0, on rejette H0. Et quand est-ce qu'on rejette l'hypothèse de conformité? C'est que Ki2 est très grand. Le Ki2 se calcule de cette manière. On va voir comment calculer après. Juste. Donc si Ki2 c'est des écarts. Plus les écarts est grand, plus on rejette H0. H0 c'est la conformité. Donc lorsque Ki2 supérieur à la valeur critique ici, qu'on peut obtenir par la théorie, une fois on a décidé du seuil de test, s'il est supérieur, on va rejeter H0. Sinon, on peut conserver H0. On va dire, on ne va pas rejeter H0. C'est-à-dire, on va dire que le modèle théorique est conforme au résultat qu'on a observé dans la pratique. Maintenant, comment se calcule le Ki2 observé? Admettons donc, on a OI, ce sont les fréquences observées,
et TI, les fréquences théoriques. On a dit ici les fréquences observées, fréquences donc absolues, hein. Observées 40, théorique 30, 24, 30, 35, 30, 27, 30. Observé théorique, observé théorique. Donc on calcule, on fait la somme des écarts. L'écart entre observé et théorique, on élève au carré, on divise sur ce que nous dit la théorie, sur ce qu'on devrait observer en théorie. Si l'écart est plus grand que la valeur critique, on rejette H0. Maintenant, comment déterminer le seuil critique? Le seuil critique, on a dit, il y a d'abord le seuil de tolérance, le seuil de signification du test, et le degré de liberté, parce qu'une loi de Qui2, quand on dit Qui2 tout seul, c'est pas suffisant, il faut ajouter combien de degrés de liberté. Pour avoir donc ce seuil, soit on utilise des tables, soit on utilise Excel, un logiciel mathématique, où il y a des tables de Qui2, dans laquelle on peut lire le seuil de tolérance. Donc si vous cherchez sur Internet une table de Qui2, vous allez pouvoir trouver des tables de ce type. Donc vous voyez ici par exemple, dans cette colonne, on voit le nombre de degrés de liberté. Admettons, on veut un Qui2 à 10 degrés de liberté et que on veut un seuil de test, donc on veut alpha qui est égal à 5%. Donc si on prend donc un test avec un seuil alpha de 5%, avec, si on a 10 degrés de liberté, le Qui2 critique, si je vois bien, ça va être égal à 18/30. En gros, lorsqu'on va calculer notre Qui2 observé, l'écart observé qu'on a dit qui se calcule avec la formule suivante, la somme observation moins théorie au carré, le tout divisé par observation, toutes les sommes. Ok, c'est ça le Qui2 observé. C'est cette quantité qu'on va comparer avec le Qui2 théorique, avec 18/31. Si c'est plus petit que 18/31, on accepte la conformité, on ne rejette pas la conformité du modèle. Si il est supérieur, ben, l'écart est trop grand pour qu'il soit justifié uniquement par le hasard. Sûrement que le modèle, 95% de chance, que le modèle n'est pas conforme. Fort probablement, le modèle n'est pas conforme. L'écart est trop grand pour que ça puisse être uniquement l'effet du hasard. Voilà comment on procède. Maintenant, le nombre de degrés de liberté, comment se calcule? C'est un entier. Il correspond au nombre de possibilités moins 1. Par exemple, pour le D, on a 6 possibilités. Donc, on va avoir une loi à 5 degrés de liberté. Dans ce cas-là, si on veut un Qui2 théorique, ou bien la valeur critique, étant donné que j'ai 5 degrés de liberté, et je veux un seuil de 5% par exemple, je veux un seuil de 5%, la valeur critique, ça sera 11,07. Donc, je vais comparer mon Qui2 observé avec 11,07 pour savoir est-ce que le modèle est conforme ou pas. Est-ce que mon D est homogène? Est-ce que chaque face de mon D a une probabilité 1 sur 6 d'apparaître? Considérons donc les 180 lancés du D. On a dit Qui2, c'est la somme d'observation moins théorie au carré sur la théorie. Donc 22 observés en pratique, 30 la théorie. 22 en pratique, 30 la théorie, 27, 30, et tout, on divise sur 30. Et ça donne 7,9. Ça, c'est un Qui2 observé. Qui2 observé. C'est pas un X, ça, c'est un Qui, c'est une lettre grecque, je crois. Et donc ça, c'est le Qui2 observé. Le Qui2 théorique, on a dit, c'est 11,7. On peut le voir ici dans la table de Qui2. C'est 11,7. Le Qui2 critique, puisqu'on a 5 degrés de liberté. 5, on a dit 5 parce qu'on a une expérience aléatoire avec 6 événements possibles. Donc, il faut prendre 6 moins 1 égale 5. Le nombre de degrés de liberté ici, les degrés de liberté, c'est 5. Et le Qui2 théorique, donc, c'est 11,7, qui est la valeur critique. On va observer, donc, on va comparer la valeur observée, le Qui2 observé, avec le Qui2 théorique. On voit que le Qui2 observé est plus faible que le Qui2 théorique. Donc, on conserve H0, on ne rejette pas H0. On ne rejette pas l'hypothèse de conformité.
on ne rejette pas l'hypothèse que le D soit homogène et que chaque face a vraiment la même chance d'apparaître. On l'accepte en quelque sorte, on accepte cette hypothèse. On peut affirmer que le D est bien équilibré, en quelque sorte. Voilà comment on fait un test de conformité. Donc, on calcule la somme des écarts entre la théorie et la pratique avec O, c'est l'observation, et T, c'est la théorie. Et si le Ki2 supérieur à une certaine valeur critique, on va rejeter H0. S'il est plus faible, on va accepter H0. Et la valeur critique, on n'utilise pas beaucoup. En général, soit on prend un seuil 5%, ou rarement on peut prendre 1% ou 10%, c'est tout. Et puis, il faut voir le nombre de degrés de liberté pour voir. Donc, généralement, c'est juste ces deux colonnes. Puis, il faut voir combien de degrés de liberté pour décider c'est quoi le Ki2 théorique, c'est quoi la valeur critique. On peut calculer la valeur du Ki2 critique à l'aide d'un logiciel comme Excel en utilisant la valeur suivante dans la fonction Ki2 point inverse. On va essayer de le faire. Donc, j'ai créé ici deux valeurs. Pour le degré de liberté, c'est 5. Et le seuil du test, c'est 5%, 0,05. Et je veux par exemple calculer ici le Ki2. Ki2 théorique, hein, la valeur critique. On va calculer, donc on va utiliser la fonction Ki2. Ki2 point inverse. Et là, elle reçoit la probabilité. Donc, c'est 5%. C'est celle-là. Ensuite, le deuxième paramètre, c'est le degré de liberté. On va mettre celle-là. Ici, je peux obtenir la valeur parce que mon séparateur décimal, ça doit être une virgule. Et là, et vous voyez, mon Ki2 théorique, la valeur critique 11,07. Parce que j'ai choisi 5 degrés de liberté, j'ai choisi alpha, le seuil de tête, c'est 5%. Et donc, la fonction, c'est Ki2 inverse. Et c'est la même valeur qu'il y a sur ma table, 11,07. On peut juste faire un autre test. Si je prends 24 degrés de liberté, et toujours le même seuil 5%, on doit trouver 36,42 avec 24 degrés de liberté. Et voilà, vous voyez 36, pratiquement 42. C'est le Ki2 théorique. C'est le Ki2 théorique, c'est la valeur critique. C'est avec cette valeur qu'on va comparer le Ki2 observé pour conclure de rejeter la conformité ou de l'accepter. Maintenant, faisons donc une application sur le générateur de nombres aléatoires. Donc, on crée un programme qui génère des nombres au hasard entre 1 et 10. 1 et 10. Et on voit que 1 il apparaît 38 fois, 2 62 fois, etc. Mais si notre générateur est bon, qu'il est bien balancé, on devrait avoir autant de 1, autant de 2, autant de 3, autant de 4, etc. Donc, il y a un modèle théorique. Le modèle théorique nous dit qu'on devrait avoir 50, 50, 50 partout, parce qu'on a généré 500 nombres. Donc, il y a les résultats pratiques, il y a la théorie qui nous dit qu'il faut avoir 50 partout. On a 10 chiffres, de 1 à 10, et donc on a 50, on devrait avoir en théorie 50 pour chaque nombre. Mais maintenant, on n'a pas 50. Est-ce que cette différence elle est due au pur hasard, ou vraiment c'est pas conforme, c'est pas le modèle n'est pas bon, c'est-à-dire notre générateur n'est pas bon. Est-ce que c'est ça la conclusion? Donc on fait un test d'hypothèse. L'hypothèse nulle, c'est toujours le générateur aléatoire est bon. Le générateur est aléatoire. C'est-à-dire chaque nombre est équiprobable, ou alors, voilà. Et H1, le générateur n'est pas aléatoire, n'est pas bon. Le générateur dans les deux n'est pas aléatoire, il est pseudo-aléatoire. Mais ici, c'est un bon générateur balancé. Dans la deuxième hypothèse, non, on rejette l'hypothèse. Donc, on calcule le Ki2 observé. Ki2 observé, c'est un écart. Un Ki2, c'est un écart. L'écart entre la théorie et la pratique. Donc, l'observé moins la théorie au carré sur la théorie, l'observé moins la théorie au carré sur la théorie, etc. On fait la somme de tout ça et on obtient 24,88. Donc, on a 10 issues possibles, donc le degré de liberté, c'est 9.
On prend un seuil de 5%. Si je prends 9 degrés de liberté, si je prends 9 degrés de liberté ici, 9 degrés de liberté, avec un seuil de 5%, j'obtiens un Q2 théorique de 16,92. C'est la valeur critique. C'est avec ça que je vais comparer ce que je viens d'obtenir. C'est 16,92, la valeur critique, il est là. Donc mon Q2 théorique, c'est 24,88. C'est 24,88. Vous voyez que mon Q2 observé, pardon, mon Q2 observé ici, c'est 24,88. Le Q2 théorique, la valeur critique, c'est 16. Le Q2 observé est supérieur à la valeur critique. On rejette H0. On rejette l'hypothèse nulle. On rejette l'idée que le générateur est balancé, est un bon générateur de nombres aléatoires. On rejette cette hypothèse. On peut affirmer que le générateur n'est pas aléatoire. Voilà. Donc, mais visuellement, on ne peut pas juste le dire comme ça. C'est pas parce qu'on a obtenu 75, 7 et 46 qu'on va dire qu'il n'est pas un bon générateur. Il faut un test mathématique qui calcule cet écart et qui nous dit que cet écart est raisonnable. Il est tellement petit qu'il peut être expliqué par le hasard, ou il est trop grand pour qu'il soit expliqué par uniquement le hasard, et que c'est vraiment le modèle qui n'est pas bon. Dans ce cas, par exemple, le générateur n'est pas bon. Donc, lorsqu'on fait des tests d'hypothèses, il faut toujours poser les hypothèses. On a H0 et on rejette H0. H0, c'est la conformité. Les résultats théoriques sont conformes à la pratique. Dans notre cas, ça veut dire que notre générateur est bon. Et le cas contraire, ça veut dire que ce n'est pas un bon générateur. Un autre exemple. On lance 400 fois une pièce de monnaie. On a 241 piles, 159 faces. Si on lance 400 fois, on devrait obtenir 200, 200. Mais si on a 241, c'est pas 200. Et 159, c'est pas 200. Cet écart avec 200, est-ce qu'il est trop grand ou il est trop faible? C'est le Q2 qui va nous dire s'il est trop faible ou très grand. On prend un seuil de test alpha pour cent par exemple. On met l'hypothèse H0, la pièce est équilibrée, c'est-à-dire il y a la même chance d'avoir pile ou face. Donc, on met les hypothèses. L'hypothèse nulle, c'est que la pièce est équilibrée. L'hypothèse H1, c'est que la pièce est non équilibrée. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On a dit le seuil, on a fixé le seuil à 1%. Le nombre de degrés de liberté, le nombre d'issues moins 1, donc est égal à 2 moins 1 égale 1. On va calculer le Q2 théorique, la valeur critique. On va chercher dans une table ou bien on va utiliser Excel. Dans une table à 1%, un seuil 1% de test. Ça, c'est un seuil de 1%. Avec 1 degré de liberté, on obtient 6,63. Donc, le Q2 théorique, il est égal à 6,63, voire table de Q2. Table de Q2. On peut utiliser aussi Excel. J'ai dit on va utiliser Excel, on va prendre le nombre de degrés de liberté, ici c'est 1. Ici je prends 1 degré de liberté. Et le seuil ici, je vais prendre 1% au lieu de 5% de chance. Et on voit que notre Q2 théorique, c'est 6,63. C'est la valeur critique. Voilà, Q2 théorique, c'est 6,63. Maintenant, la valeur observée. Le Q2 observé. Le Q2 observé. On a dit c'est la somme de l'observation moins la théorie au carré sur la théorie. La somme de toutes les observations de 1 jusqu'à combien on a observé. Donc ici, on a juste deux valeurs possibles. En gros, on va avoir, en théorie, on devra obtenir 200. Donc on va avoir 241 moins 200 au carré sur 200. Plus 159 moins 200 au carré sur 200. Et ça va donner, on obtient donc 16,81. On voit que le Q2 observé
est supérieur à la valeur critique, au qui de théorique, à la valeur critique. 16 est supérieur à 6,63. Donc, on rejette H0. On rejette l'hypothèse nulle. L'hypothèse nulle, elle nous dit que la pièce est bien équilibrée et que chaque côté a la même chance d'apparaître. Avec le test du qui 2, on va rejeter cette hypothèse. Si on rejette H0, on va dire que la pièce n'est pas équilibrée. Mais peut-être qu'il est équilibré, mais la chance elle est faible qu'il soit équilibré. On a pris un seuil de 1%. Ça veut dire quoi? Il y a 1% de chance, 1% de chance que cet écart, un écart pareil entre la théorie et la pratique, donc ça c'est la théorie, il y a 1% de chance que cet écart soit dû uniquement au hasard. Il y a 1% de chance. 99% de chance, c'est que la pièce n'est pas homogène, elle n'est pas équilibrée.